Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Strategic Mindset. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène mondial qui a lieu actuellement, la lame de fond, la vague, la fièvre afuera de l'expression de l'actuel président argentin Javier Milei, ou plutôt le phénomène libertarien qui a lieu actuellement, qui est en train de peut-être bouleverser l'ordre mondial. En tout cas, on va discuter aujourd'hui des différentes stratégies, des différentes approches qui ont lieu aujourd'hui, de Javier Milei en passant par le techno-libertarianisme qui est chez Elon Musk et au sein de l'administration Trump aujourd'hui, et l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés, et peut-être, pourquoi pas, demain au Maroc aussi, au niveau du travail, au niveau de notre administration. Et pour en parler, j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de recevoir Soufiane Chahid, qui est rédacteur en chef économie de l'opinion et qui est un fin observateur justement de ces bouleversements mondiaux. Soufiane, bienvenue dans TSM. Bonjour Ali, merci pour ton invitation. Avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur notre chaîne de Strategic Mindset, sur toutes les plateformes, sur Spotify, YouTube, mais aussi Apple Podcast. Bon épisode et bonne écoute. Soufiane, bienvenue encore une fois. Merci Ali. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. Je pense qu'on aura un épisode passionnant, on aura beaucoup de choses à discuter. Je sais que tu es passionné effectivement par ces phénomènes en fait socio-économiques ou politico-économiques, notamment sur la question libertarienne. Je sais que tu t'intéresses au sujet depuis un certain temps. Nous allons parler de réformes, nous allons parler aussi un petit peu de philosophie politique. Mais j'aimerais qu'on analyse déjà cette lame de fond qui a lieu actuellement. Ça fait un moment qu'on suit ensemble, qu'on discute un peu de la philosophie libertarienne. On parlait de l'école austro-américaine, de Hayek, et puis à un moment, cette mode aux États-Unis avec Rand Paul. Mais c'est resté quand même, j'ai envie de dire, à un moment donné, c'était une philosophie politique économique un peu utopique. Et aujourd'hui, par quel effet? On va en discuter. Est-ce que suite au Covid, suite au phénomène Trump, là, on a vu l'émergence un peu de figures qui incarnent cela. Javier Milei notamment. Dans une moindre mesure, on avait fait un podcast dessus, Nayib Bukele. Mais aussi ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec le second mandat de Trump sous le signe, entre guillemets, découpe l'optimisation en fait budgétaire par l'équipe Dodge et par Elon Musk. Déjà, dans un premier temps, avant d'analyser ce phénomène actuel, est-ce que tu peux nous éclairer sur les racines un peu de ce mouvement de fond et de cette philosophie politique et pourquoi il y a un trend en ce moment, il y a une tendance par rapport à cela, portée notamment, on va dire, la figure emblématique par Javier Milei actuellement. Alors, si on remonte à l'école libérale, disons, je pense qu'elle trouve ses racines au 19e siècle. Bon, on ne va pas revenir si loin. Commençons déjà par Milei, oui. Par la figure Milei, qui lui-même se définit comme un héritier de l'école autrichienne. D'accord. Alors, c'est quoi l'école autrichienne? C'est une école de pensée économique qui est portée par des figures comme Hayek, bien sûr, qui est née dans les années 40. Alors, on comprend très facilement que les années 40 correspondent à la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, Hayek, avec son fameux livre « La route de la servitude », il a été écrit dans les années 40. Il est publié en 44. Et ça vient dans ce contexte de montée de ces idées collectivistes qui sont des dictatures. Alors lui, il met dans le même panier le nazisme et le communisme. Oui, pour lui, c'est des systèmes totalitaires. Exactement. Pour lui, c'est des systèmes totalitaires qui est l'État qui étouffe les libertés. Oui. Lui, il est autrichien. Il a connu l'Anschluss, qui est l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Il s'est enfui à Londres, qui est la capitale du libéralisme, après aux États-Unis. Mais voilà, on peut dater l'avènement de cette école autrichienne aux années 40 et à ce contexte très particulier. Après, bien sûr, il y a eu plusieurs courants qui se sont détachés de cette école autrichienne, notamment l'école de Chicago avec Milton Friedman et tout, le libertarianisme qui est venu dans le milieu des années 50 avec Ayn Rand, etc.,
qui est une école de pensée qui n'est pas qu'économique, qui est vraiment une philosophie de vie, une philosophie de société. Et on a eu on va dire, une parenthèse du mandat Thatcher-Reagan, qui était une sorte de libéralisme qui n'est pas poussé à l'extrême. Et si on remonte dans les années 2000, principalement après la crise mondiale de 2008, si je me rappelle bien, tous les dirigeants du monde disaient que le libéralisme était mort, que cette crise, c'était le résultat d'un libéralisme débridé, c'était le résultat des marchés financiers sans règles et sans normes. Et on avait dit que c'est bon, c'est mort. Cette idée, elle date du début du XXe siècle ou du milieu du XXe siècle, et qu'au XXIe siècle, elle ne trouve plus sa place. Et puis, patatras, on a Milei, et on a une résurgence de cette idée aux États-Unis, en Argentine, bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe. On voit aussi que des partis de droite ou d'extrême droite, ils sont petit à petit en train de reprendre ces idées libérales. On l'a vu en Allemagne, en Angleterre et en France. Oui, tout à fait. J'aimerais rebondir sur un point très important que tu as cité. C'est vrai que c'est pas forcément l'école économique ou la philosophie dans laquelle on a été bercé, ou plutôt qu'on nous a appris, j'ai envie de dire. Je prends le cas au Maroc, mais aussi dans le monde francophone notamment. C'est pas... Dès qu'on nous parlait de libéralisme, on nous parle un peu de, j'ai envie de dire, on dirait que c'est le diable incarné, notamment par plusieurs, faut le dire, par plusieurs de nos enseignants qui étaient baignés un peu par, c'est normal, c'était tendance, les mouvements de gauche, internationalistes, marxistes, mais du coup très influencés par Keynes, en fait, voilà, par la planification. On voyait qu'en fait que c'était la seule issue possible. Je suis désolé, encore aujourd'hui, toi, tu es un fin observateur, tu es journaliste, tu connais bien l'environnement politique et économique au Maroc, notamment les partis politiques. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule grille de lecture ici ou à l'étranger, c'est celle, en fait, de la planification, de l'état social, etc. Et il faut dire, et c'est pas, je pense que c'est pas propre qu'au Maroc, c'est dans plusieurs pays, hein, ça a été observé. Et en fait, on remarque que là, effectivement, de nulle part, on voit qu'un courant de pensée qui était quand même, on peut considérer assez minoritaire au niveau politique, je parle, mondialement, même aux États-Unis, plus récemment, le courant de pensée de Rand Paul, par exemple, au sein même du Parti républicain, était très limité. On rappelle à nos auditeurs que le libertarianisme, effectivement, c'est une philosophie politique avec une volonté d'avoir le moins d'intervention étatique possible, l'importance de la responsabilisation individuelle, des libertés, voilà, de la liberté individuelle, avec quelques tendances et nuances. Et là, effectivement, comme tu dis, on a un ovni qui sort de nulle part, Javier Milei qui sort avec la tronçonneuse, hein, pour nous parler du phénomène. C'était son slogan de campagne, la tronçonneuse, c'est-à-dire il ne faut pas en fait dégraisser entre guillemets l'État, il faut tout couper à la tronçonneuse et laisser justement la structure étatique croître après ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu du phénomène Milei? Il sort d'où? De ce que tu as observé et puis de son influence qui est grandissante, comme tu l'as dit aujourd'hui, même sur les partis, en Europe notamment, les partis de droite et droite nationaliste, extrême droite. Oui. Pour moi, sans parler spécifiquement du cas Milei et du cas argentin, qui est une économie très spéciale avec des conditions très particulières, moi, je pense que cette, disons, résurgence du courant libertarien, contre le courant collectiviste, c'est-à-dire socialisme, communiste, etc., ou bien on peut aussi placer cette résurgence du libéralisme qui est venue contre les courants collectivistes, le communisme, le socialisme, ou même Keynes, on peut le placer dans une certaine mesure dans le collectivisme, en tout cas dans une centralité de l'État. Disons que Milei, ce qu'il a réussi à faire, et même le courant libéral aux États-Unis, c'est il a compris très tard qu'il fallait mener une guerre culturelle pour un jour espérer arriver au pouvoir. Ce courant ne s'est jamais intéressé à la guerre culturelle qu'il faut mener auprès de l'opinion publique, de rendre ces idées libérales cool auprès des jeunes. D'ailleurs,
les plus grands électeurs de Milei sont la catégorie des jeunes. Oui. Et donc, rendre ces idées désirables pour une grande partie de la société. Les socialistes l'ont très bien fait durant plusieurs décennies. Ils ont très bien réussi à le faire. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, on constate que c'était des échecs sur tous les niveaux, niveau économique, niveau social, niveau de lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire quand on compare entre les pays qui ont adopté le libéralisme et ceux qui ont adopté le collectivisme, on voit une nette différence entre les deux. Et donc Milei, avec ses symboles, avec sa dégaine, avec ce qu'il dégage, avec ses idées, ses provocations, il a réussi à mobiliser un électorat et il a réussi à gagner la bataille culturelle dans les médias, partout. Trump aussi, en quelque sorte. Trump aussi incarne un nouveau souffle qui rend le libéralisme plus désirable et qui a, disons, gagné la bataille culturelle contre la gauche. Ça, c'est un point très important. J'aimerais rebondir dessus. Parce que je pense... en termes de stratégie, la question de la bataille culturelle, en fait. Avant de pouvoir avoir des résultats au niveau politique, il y a ce qu'on appelle un peu de l'influence, en fait, de la stratégie d'influence au niveau métapolitique. Et comment on peut analyser, justement, ces stratégies de fond ? Il y a le cas Milei propre à l'Argentine, mais on voit quand même cette tendance à grandir auprès des dernières générations, Z, mais aussi Y, voilà, notre génération, en quelque sorte, aux États-Unis aussi. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à ces résultats-là, il y a eu effectivement différentes batailles qui s'est faites notamment principalement sur Internet. Même culture, ridiculisation en fait des opposants politiques en termes d'idées. Tu l'as dit, en fait, en termes de rapport de force peut-être idéologique, la gauche culturelle, qui a muté à travers aussi les différentes années, qui étaient beaucoup plus axées sur la partie collectiviste, avant de partir sur la partie un peu plus sociétale et culturelle, a eu un avantage certain qui a été travaillé durant des années, il faut le dire, occuper l'espace culturel, l'éducation, la culture, la production cinématographique, etc. Comment, de mon point de vue, peut-être, et je te pose la question, comment cette tendance-là, on est en train d'observer un renversement. Ça s'est vu, le résultat aux États-Unis. Question d'Elon Musk, le rachat de Twitter. Comment s'est opéré, à ton avis, ce basculement en termes de guerre culturelle pour aller là ? C'est-à-dire, moi, je vois que c'est aussi le fait... Il y a peut-être différents facteurs. Je pense à Internet et la libéralisation de la parole et de la contradiction, c'est-à-dire des débats qui peuvent exister. Il y a aussi des sujets qu'on a abordés sur le podcast TSM plusieurs fois et dans notre newsletter. Il y a aussi peut-être un phénomène de décentralisation globale au niveau des médias. C'est-à-dire maintenant avec la culture des podcasts, des streamers, c'est-à-dire on voit des canaux. Il n'y a plus que des médias, on va dire, classiques, télévisés, ou les journaux que tout le monde pouvait consulter, qui étaient tenus, on va dire, par en fait, des figures de cette gauche culturelle. Aujourd'hui, par la décentralisation des médias, on voit l'émergence de l'idée, des idées un petit peu nouvelles, ou en tout cas qui sortent en fait de ce cadre mainstream. Il y a aussi peut-être, on en a parlé aussi dans d'autres podcasts, la question de la bro-culture, de la culture crypto de plus en plus décentralisée, etc. Bon, j'ai cité à mon avis, ça reste personnel, beaucoup d'exemples. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Comment s'est opéré ce changement, à ton avis, qui est, je dirais pas soudain, mais quand même un basculement qui s'est fait progressivement sur ces 10 dernières années, je pense. Alors, tu as cité l'exemple d'Internet. Je pense qu'Internet a joué un très grand rôle. Et tous les podcasts et d'autres chaînes YouTube, etc., qui ont concurrencé les médias classiques. Il y a aussi le fait que chez les jeunes, il y a toujours une révolution contre l'ordre établi. Avant, c'était disons, les collectivistes, la gauche, qui incarnaient cette révolution contre l'ordre classique, établi, conservateur, etc.
Ces gens de gauche sont arrivés au pouvoir, ils sont au pouvoir depuis longtemps. Et il y a une jeunesse qui découvre dans les idées, disons, de Trump, de Milei, etc., qui voit dans ça vraiment c'est les idées révolutionnaires et qui vont changer le temps et qui vont renverser l'ordre établi. Il y a ça. D'un autre côté, il y a le fait que durant des décennies, la gauche avait adopté une posture de « on est dans la vérité ». Et si tu oses nous critiquer, tu es un fasciste, tu es un fasciste, un nazi, etc. Et ça a tétanisé beaucoup de gens dans la droite, dans le camp conservateur, etc. Il y a une jeunesse qui est passée au-dessus de ça, qui a compris le jeu et qui maintenant joue des codes, de la gauche, etc., pour renverser la table. Donc, je pense vraiment que c'est une nouvelle jeunesse qui n'a pas grandi dans cet esprit gauchiste, 68 arts, etc., de la guerre froide, et qui voit dans cette nouvelles idées politiques vraiment les idées révolutionnaires de notre temps. C'est pas faux, effectivement. En tout cas, il y a eu différents éléments par rapport à cette jeunesse. On va dire qu'à l'époque, c'était révolte contre les parents et la structure familiale, contre le père. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est retour à un schéma à moitié classique, mais révolte contre justement ce système, voilà, qui existe depuis plusieurs années. C'est vrai, c'est clair. Si on revient à notre ami Javier Milei, président argentin, ça fait un peu plus d'1 an qu'il a été élu, qu'il est au pouvoir en Argentine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'efficacité de ces mesures radicales? Ou peut-être rappeler déjà quelques mesures qu'il a entreprises pour nos auditeurs, afin qu'ils comprennent un peu quel ovni justement politique il incarne, et en même temps, aujourd'hui, voilà, ces mesures ont été efficaces, pas efficaces? Est-ce que c'est juste un effet de com'? J'ai lu dans des médias, certains médias disent que la pauvreté a augmenté, que ces mesures sont terribles pour la population, et d'autres qui disent qu'au contraire, je pense qu'il avait annoncé une saignée, mais pour que l'État reprenne. Pour la première fois, l'Argentine a stabilisé sa croissance, enfin, à stabiliser son inflation, il me semble, et donc a pris de la croissance. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? De toute façon, quand Milei a pris le pouvoir, il avait un cap clair, c'était de dégraisser l'État, mais surtout de baisser l'inflation, parce que l'inflation, c'était un des pays où l'inflation était la plus grande au monde. Ils étaient dans les 230%. C'était énorme. Et pour lui, c'était une inflation structurelle causée par l'État, par les interventions de l'État. Donc, pour lui, il faut dégager l'État de l'économie pour, disons, dégonfler cette inflation. Il a fait ce qu'il a promis, c'est-à-dire qu'il a dégraissé, il a fermé, disons, plusieurs ministères, plusieurs agences. Il a arrêté des subventions. Le pays était très subventionné, notamment subventionner les journalistes et tout. Et voilà, là, on a les premiers résultats. Il a dégagé en cette année le premier excédent budgétaire en 10 ans pour l'Argentine. En 10 ans, c'est-à-dire que ça fait 10 ans que le budget argentin n'était pas équilibré. Là, pour la première fois, il revient à l'équilibre. D'accord. L'inflation était à 222, 223%. Elle est redescendue à 58%. Oui. Ce qui est quand même un très grand... prouesse, effectivement. Une prouesse. Il a viré des fonctionnaires comme il a promis. Sur 210 000 fonctionnaires, il en avait viré à peu près 35 000. Ah oui, effectivement. Donc il a bien appliqué son slogan de campagne connu. C'était pas un slogan de campagne, mais il est devenu connu avec ça, le afuera. Afuera, dehors. Exactement. C'est-à-dire ça, subvention de machin, dehors, ça, dehors, ça, dehors. En fait, il a coupé, il a viré des gens qu'il pensait inutiles, qui n'apportaient rien.
rien à la richesse nationale. Mmh. Il a baissé les dépenses publiques de 30%. OK. C'est-à-dire que il a bien sûr fermé des instituts, des agences publiques, etc. Mais il a aussi arrêté des projets. Mmh. Des projets qui ne sont pas prioritaires. Mmh. En fait, il a renégocié tous les projets. Il a vu ce qui était prioritaire et ce qui ne l'était pas. Il a gardé que les grands projets. Voilà, donc pour l'instant, c'est très positif. Pour une année au pouvoir, il est dans une dynamique très positive. Est-ce que cette posture n'est pas critiquable? Parce que certains diraient que, bon, virer d'un seul coup toutes ces personnes et tout, ça va créer du chômage. Alors, nos auditeurs, pour rappeler nos auditeurs, Javier Milei, bon, on peut le présenter, on le présente des fois dans des médias comme étant un personnage un peu fou, loufoque, un ovni qui sort de nulle part. On rappelle que c'est un économiste très reconnu, qui a priori sait ce qu'il fait, qui était voilà, connu même en Argentine. Pour lui, si je résume bien sa stratégie, ce que tu as dit, c'est on dégraisse pour donner justement de l'impulsion, si je prends la métaphore, une montgolfière, on lâche du lest pour que le pays puisse décoller. Voilà. Est-ce que ça n'a pas un effet à court terme sur le chômage, sur des tensions sociales en Argentine? Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas une résilience peut-être des Argentins en se disant que, bon, en tout cas, c'est ce qu'il leur a dit, c'est temporaire, mais l'objectif, c'est que l'État prenne de la croissance pour créer de la richesse. De toute façon, les gens sont résilients. Ils savaient pourquoi ils ont voté pour lui. Oui. Il a la légitimité populaire pour lui. Il y a très peu de manifestations, contrairement à ce qu'on nous annonçait. Et bien sûr que ça va faire mal pour certains, disons, qui profitaient de la situation, pas du système et de la situation. Mais il faut à un moment prendre le médicament, même s'il fait mal, même s'il est de mauvais goût, pour guérir après. Parce que c'est pas l'objectif d'un pays d'employer tous les chômeurs et de leur verser un salaire. Il faut créer de la richesse. Tout à fait. Et selon lui, la richesse vient du secteur privé et vient de la créativité individuelle. Si on veut être un pays riche avec une économie dynamique, il faut créer des entreprises, des startups. Il faut encourager les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et pas juste compter sur l'État pour qu'il te verse un salaire. Ça, je pense qu'il y aura matière à discuter par la suite, effectivement, mais ça rejoint totalement la philosophie politique dont on parlait tout à l'heure. Effectivement. Alors, justement, aux États-Unis, il y a en tout cas un certain tandem qui est fan de Milei, ça c'est sûr. Ils l'ont bien soutenu. Il a été invité à l'investiture de Donald Trump en tant que président. Je parle du tandem Donald Trump et Elon Musk. Ils aiment bien le style Milei et ils aimeraient bien, en tout cas Elon Musk, aimerait bien faire la même chose aux États-Unis, un petit peu, toute comparaison gardée, même stratégie de dégraissage de l'État américain, parce qu'on rappelle que la dette américaine est très importante, qu'il y ait des problématiques de vote de budget aussi par rapport au Congrès, au Sénat. Donc, Donald Trump a nommé Elon Musk en charge du DOGE, donc du département de, on va dire pour résumer, d'efficacité gouvernementale, donc chargé de faire des coupes budgétaires drastiques, très importantes, un peu avec le style Milei. Comment on peut analyser cette convergence entre, quand même, le style, je ne sais pas si on peut toujours l'appeler populiste de Trump, parce que Trump était populiste en 2016, là, il est un peu plus dans une approche un peu différente, mais ça peut faire l'objet d'un podcast entier si on en discute, mais en tout cas, cette approche populiste, protectionniste quand même, on est très loin du libertarianisme. On rappelle que les libéraux et les libertariens veulent le moins d'intervention étatique possible. Or, Trump, c'est quand même beaucoup d'interventions, de protectionnisme notamment, de mettre des taxes et tout, avec ce techno-libertarianisme de Musk. Musk qui se revendique libertarien. Vrai ou faux, c'est peut-être pas à nous de juger pour l'instant, ou peut-être on peut l'analyser. En tout cas, Musk, là, après on va encourager Milei par exemple, est en train de s'éclater à faire un peu ce qu'il a fait au niveau privé, avec Tesla, en rachetant Twitter, SpaceX. Elon Musk a une méthode assez, pour expliquer à nos auditeurs, assez radicale. En général, lorsqu'il rachète une entreprise, ça a été le cas de Twitter récemment, c'est de virer 90% des effectifs
J'exagère, mais grosso modo comme ça. Et voir quel est le niveau d'efficacité. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe est efficace ou alors il faut réembaucher petit à petit, mais juste pour atteindre le seuil qui permette à une entreprise de bien tourner. Entre guillemets, ce que dit Musk, c'est on vire 90%. Si l'entreprise fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on va voir le poste où ça ne fonctionne pas et on réembauche le mec qu'on a viré avec un double salaire. C'est-à-dire qu'il faisait un travail très important et qu'il doit être mieux rémunéré. Donc, ce n'est pas juste virer des gens, mais réembaucher les gens et bien payer les gens qui étaient essentiels à l'activité. Et ça semble, on approuve ou on n'approuve pas, c'est des méthodes, c'est des approches. C'est des méthodes radicales, oui. C'est des méthodes radicales. En tout cas, bon, ça a l'air de marcher pour Twitter ou autre. Bon, on peut effectivement critiquer. Moi, peut-être deux questions. Déjà, par rapport à ça, est-ce que ce qu'on fait pour une entreprise peut fonctionner pour un État? Donc, est-ce que Musk réussira cette approche avec le Dodge? Là, avec ce qui vient de se passer, supprimer l'USAID, supprimer le département, l'équivalent du ministère de l'Éducation au niveau fédéral, etc. Est-ce que, dans la vie, l'approche est possible au niveau étatique comme en entreprise, hein? Et deux, moi, quand même, cette convergence des luttes entre ce populisme, protectionniste de Donald Trump et d'Elon Musk, jusqu'où peut justement aller cette convergence? Ou alors c'est une alliance de circonstances? Moi, je pense qu'il y a bien sûr une convergence des idées, mais en Argentine, on n'est pas du tout dans le même cas qu'aux États-Unis. Oui. On n'est pas dans la même culture. L'Argentine, c'est une culture étatiste et héritée du péronisme. Les Américains ont une certaine méfiance envers l'État fédéral. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile de déjà décentralisé aux États-Unis. Exactement, c'est déjà décentralisé. Les gens déjà regardent l'État central avec méfiance en disant c'est un gros machin qui nous bouffe de l'argent, etc. Pour rien, qui n'est pas efficace. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes cas. En plus, quand on voit les chiffres, les États-Unis, c'est une économie qui est très riche et qui fonctionne très bien. L'Argentine, c'est une économie en ruine. Donc, vraiment, entre les deux, Milei le dit lui-même. Il dit si j'étais chef d'État d'un pays riche, ma tâche aurait été beaucoup plus facile si j'étais en France ou en Allemagne et tout. Mais là, en Argentine, c'est un cas complètement différent. Et pardon, entre parenthèses, on rappelle aux auditeurs que l'Argentine, au début du XXe siècle, c'était l'un des pays les plus riches du monde. Je crois qu'il était dans le top 5 mondial, justement, des pays les plus riches. C'était vraiment la Suisse de l'Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ils ne sont pas du tout dans la même situation. On va voir ce que Trump va faire. Mais si là, il est en train de couper un peu pour réduire les dépenses de l'État et virer un peu tous les gens, disons, qui ne sont pas efficaces, pour ne pas dire autre chose. Et donc voilà, je pense que Trump ou Musk se sont donnés comme mission de dégraisser l'État central. Peut-être, comme tu as dit, en déléguant un peu plus aux États. Et voilà, pour l'USAID, etc., l'impact sera ressenti plus à l'international qu'au niveau américain. C'est clair. Parce que c'était quand même un élément de l'influence américaine. Je rebondis dessus. Parlons de l'USAID rapidement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des limites à cette pensée et cette stratégie? Je m'explique. Pour Trump et pour Elon Musk, ils ont, entre guillemets, ce qu'on appelle un effet final recherché. C'est efficacité de l'État, dégraissage. Et donc, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on coupe aussi, et puis on regarde. L'USAID, quand même, parmi d'autres agences étatiques, d'autres organisations internationales, c'est quand même un des cœurs de la stratégie de soft power et de diplomatie publique américaine. Est-ce que... Bon, et là, on parlera de la stratégie Musk-Trump, parce que on rebondira dessus. Moi, je pense qu'il y a une volonté toujours de confrontation avec la Chine et d'avoir la flexibilité que peut avoir aussi l'État chinois, qui a une machine bien rodée avec l'État chinois et les entreprises,
d'être très flexible, peut-être dans cette confrontation très importante au niveau technologique, économique, de guerre économique. Bien. Est-ce que, quand même, en coupant comme ça les aides, ou par exemple l'USAID, il n'y a pas un risque d'avoir un retour de bâton sur la stratégie d'influence américaine dans le monde et voir d'autres acteurs occuper cet espace vide? Je pense à la Chine, aux États-Unis, la Turquie en Afrique, etc. Bien sûr. Moi, je pense que pourquoi l'USAID a été pensé pour garder l'influence américaine, notamment par exemple en Afrique, où les États-Unis dépensaient beaucoup d'argent. L'USAID faisait beaucoup de mauvaises choses, mais il faisait aussi vraiment beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire la lutte contre les sida, contre les maladies, etc., contre la famine en Afrique, etc. Si l'Amérique se désengage, bien sûr, tu vas laisser le terrain aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, etc., qui vont prendre ta place et qui vont avoir de l'influence dans des pays où ils vont te concurrencer, ils vont te prendre des parts de marché, etc. Donc, moi, je ne sais pas s'il va se débarrasser de l'USAID une fois pour toutes, ou bien il va repenser l'USAID. Et je pense qu'il va se diriger finalement sur ça, c'est-à-dire repenser pour que ça soit plus efficace et que ça soit moins dépensière, on va dire. On en revient un peu à l'état d'esprit là, chez Tesla et Twitter. On vire d'abord et après on garde là où il y a des éléments peut-être à remplacer pour que ça soit plus efficace. Exactement. Ouais, effectivement. À suivre. Et du coup, je repose la question, je rebondis. À ton avis, parce que la question, au-delà d'Elon Musk, on la pose de manière générale, j'ai un avis là-dessus, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Est-ce que des coupes, lorsqu'on gère une entreprise et qu'on a les clés, entre guillemets, de gouvernance, c'est-à-dire on a l'autorité, on passe dans le public au sein d'un État, est-ce que c'est pareil? Parce qu'il y a des cas, il y a des chefs, je pense à un chef d'État africain en Afrique de l'Ouest qui fait de l'excellent boulot, je trouve par exemple au Bénin, parce que c'était un ancien chef d'entreprise, il a géré l'entreprise, il sait ce que c'est qu'un budget, il sait ce que c'est que justement de la croissance, développement. Il y a d'autres cas, bon, c'est un peu peut-être moins réussi, j'ai pas forcément là d'exemple en tête, mais est-ce que on peut oui, voilà. Il y a d'autres cas auxquels je pense. Est-ce que l'image d'Elon Musk, on peut gérer, ou en tout cas, dans sa mission étatique, être aussi efficace si on a cette expérience d'entreprise. Voilà. Si on prend le cas d'Elon Musk, ou alors que la machine fédérale américaine, c'est quand même un sacré morceau aussi. C'est clair que l'État américain, on parle de l'État américain, c'est l'un des États c'est l'État le plus puissant du monde. C'est pas la même chose que X, parce que si demain X fait faillite, c'est pas les États-Unis, c'est pas comme les États-Unis qui va fermer ou qui va pas payer ses employés. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. En plus, quand on parle, on a pris l'exemple de l'USAID, mais quand on parle des autres agences ou bien des autres administrations américaines, ça fait partie de projets ou d'une vision plus vaste. C'est pas juste un truc comptable ou de rendement. C'est-à-dire que ça s'inscrit ou bien dans l'influence américaine ou bien dans le renseignement américain. Par exemple, la CIA utilise des fondations, des instituts, etc. pour avoir des informations ou pour influer sur des politiques internes d'autres pays. Donc, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus vaste qu'une simple entreprise. En plus, tu joues pas qu'avec des salariés qui vont être licenciés, qui vont trouver du boulot ailleurs. Tu joues avec la vie des gens parce qu'ils ont besoin peut-être de se soigner, de se nourrir, etc. Tout à fait. Donc, une approche un peu plus complexe. Complexe et un peu moins radicale peut-être au niveau étatique. C'est clair. Alors, si on en vient à un autre pays, au Maroc. Notre pays, il a quand même, il a ses structures, ses partis politiques, son administration. Il y a quand même, bien qu'il y ait eu des mutations, on a un État qui est très ancien, mais voilà, plus récemment, depuis l'indépendance, on a un héritage administratif
on va dire, hérité du protectorat français à la base, qui est très centralisé. Voilà, je parle dans sa centralité. Voilà, son aspect, quoique on n'a pas été peut-être le protectorat le plus jacobinisé, entre guillemets. Mais en tout cas, on a quand même une administration très centrale, même s'il y a une volonté récente, notamment une volonté royale de décentralisation, de régionalisation, qui est en train de s'opérer. Est-ce qu'aujourd'hui, ça paraît loin, est-ce qu'au niveau, je parle, là, c'est un message aux partis politiques, gouvernement ou autre, est-ce qu'on peut s'inspirer de ce modèle libertarien dans certains secteurs? Je ne sais pas, je pense notamment au secteur de l'éducation, par exemple. Il y a beaucoup de débats, il y a la réforme l'année dernière, on voit qu'est-ce que ça a mené, l'impact social, effectivement, les syndicats, il y a quand même des aspects très sclérosés, on a beaucoup de fonctionnaires, je pense que on pourra en parler des chiffres, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais le département, je parle comme si j'étais aux États-Unis, le ministère de l'Éducation marocain a l'un des budgets les plus importants de la zone MENA, très très important. Au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Tout à fait, avec, je suis désolé, on peut le dire, une efficacité, on est à l'inverse de la loi de Pareto, c'est-à-dire on est à 80% de dépenses et d'énergie d'investissement pour très peu de résultats, abandon scolaire, problème d'efficacité, le privé qui se développe, mais on a toujours une structure publique très lourde et très importante en termes de budget, des problématiques, des tentatives de réforme, mais qui n'aboutissent pas, pression des syndicats, volonté de ce statut de fonctionnaire, on en parlera. Bon, est-ce qu'il y a certains aspects, on lance le pavé dans la mare, parce que c'est un sujet, je suis désolé, même dans le débat public marocain, on n'en parle pas assez, je veux dire, on reste dans une grille de lecture très collectiviste. Toujours, la solution doit venir de l'État. Et si la solution venait de nous? Donc là, je prends le modèle libertarien, c'est-à-dire de la responsabilisation. Je dis pas à l'État de se désengager, d'être radical, mais en tout cas, de trouver un équilibre. Voilà, par rapport à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, adaptation modèle marocain, même si on en est loin, et n'est peut-être pas dans ce contexte, mais qu'est-ce qu'il y aurait peut-être à... Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être inspirantes ici? Justement... en termes d'efficacité gouvernementale, voilà. Quand on parle de libéralisme et libertarianisme et du courant Milei et Trump et Musk, et vraiment, au Maroc, on est dans une réalité parallèle parce qu'il n'y a pas du tout le début du commencement d'une idée libérale ou libertarienne dans le monde politique ou le monde intellectuel marocain. On est un pays étatiste, d'héritage jacobiniste, hérité de la colonisation. Et même après l'éducation économique ou bien même nos débats, on est à fond étatiste dans notre manière de penser. Parce que quand même l'État reste le premier employeur du Maroc, reste le premier investisseur du Maroc. C'est lui qui décide de tout, toutes les stratégies économiques. Même le secteur privé, il ne fait que suivre l'État et d'investir là où l'État s'oriente. Donc vraiment, là, on est à 180 degrés de ce qui se passe en Argentine, de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, déjà, quand on parle de l'éducation, là, si on montre le système éducatif marocain à Musk, il va déprimer parce que c'est un modèle d'inefficacité. On balance beaucoup trop d'argent parce qu'on est quand même un pays assez moyen, qui n'a pas beaucoup de moyens financiers. On investit énormément dans notre éducation pour des résultats qui sont catastrophiques. Donc vraiment, on a l'impression de nourrir un mammouth qui n'arrive pas à avancer. On est en train de construire des écoles partout, mais est-ce qu'il suffit de construire des écoles? Non. Tu construis même 100 000 écoles dans tous les coins du Maroc, ça ne va rien changer. Parce que le problème est beaucoup plus profond dans l'éducation nationale. C'est un problème d'organisation, c'est un problème des programmes éducatifs, et puis c'est un gros problème, excuse-moi, mais c'est un gros problème de qualification et de compétences humaines. De ressources humaines. De ressources humaines. C'est une réalité. L'éducation, éduquer un enfant, c'est premièrement et avant tout les qualités d'un enseignant. Et ici au Maroc, on voit
même avec tous les efforts du monde, on voit que nos enseignants ne sont pas au niveau. Est-ce qu'il est réformable? Personnellement, je trouve que on a tout essayé. Ça fait une quarantaine d'années qu'on essaie de réformer sans jamais se dire est-ce qu'il est réformable? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que notre système éducatif peut être changé de l'intérieur? Moi, je trouve que non. Je trouve que... Mais du coup, si c'est non... Je trouve que même si on lève les paroles. Même si on vient avec 100 millions de dollars et on le donne à l'éducation, au ministère de l'Éducation nationale, ils vont rien faire avec. Ou bien ça sera pire. Ou bien ça sera du vol, etc., du détournement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, disons, l'éducation nationale a été pensée pour disons, créer de l'égalité entre tous les enfants marocains. C'est-à-dire que tous aient accès à l'école et qu'ils aient tous les mêmes éducations pour rentrer dans le marché du travail avec les mêmes qualifications. Là, c'est tout le contraire qui est en train de se passer. L'école marocaine est en train de créer des inégalités, tout à fait, mais qui ne sont pas rattrapables. C'est-à-dire que tous les enfants qui vont dans le public, ils rentrent dans le marché du travail avec... Sous-qualifiés, on va le dire, oui. Et c'est le problème principal du chômage. Parce qu'il y a des postes... Alors que jusqu'à la fin des années 80, c'est le public qui représentait l'élite scolaire du Maroc. Maintenant, on est dans une pure reproduction sociale parce que les gens les parents des classes moyennes et des classes supérieures qui ont le moyen de payer très cher une éducation pour leurs enfants ont une éducation qui est qualifiante et qui les met bien au-dessus du lot du reste des Marocains qui vont dans le public. Donc, on est vraiment dans une machine de destruction du tissu social marocain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je lance des idées, mais allons au bout de notre réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas juste abandonner le système public d'éducation et de le remplacer par un système privé et d'aider les gens, d'aider les parents qui n'ont pas les moyens, de leur donner directement des aides pour inscrire leurs enfants. Comme ça, les parents ont le choix et font jouer la concurrence entre différentes écoles de différentes qualités. Et c'est un système qui sera beaucoup plus efficace, on ne perdra pas beaucoup d'argent. C'est comme on a fait pour les aides sociales directes. On décompense et d'un autre côté, on donne des aides directes. Comme ça, il n'y a que les gens qui sont vraiment dans le besoin qui profitent de ce système. On va faire comme la même chose avec l'éducation. On va donner aux parents des aides directes et eux, ils choisissent pour leurs enfants quelle est la meilleure école pour eux. On peut aller plus loin. L'État peut subventionner des écoles pour qu'elles s'installent dans les montagnes ou bien dans les villages reculés, de sorte à ce que ça soit un investissement rentable pour le secteur privé et qu'en même temps, le secteur privé crée de la qualité dans l'éducation et dans la transmission pour les enfants. Comment ferait-on dans ce modèle-là pour s'assurer est-ce qu'il y aurait un cahier des charges, ou s'assurer en fait de la qualité des enseignants dans le privé? Si on ouvre cet espace, qui puisse répondre... Il y a un cahier des charges et de toute façon, je ne sais pas si nos auditeurs et nos spectateurs ils le savent déjà, bien sûr, mais quand un parent veut inscrire ses enfants, il fait le comparatif entre les résultats. Les résultats des écoles. Ah, c'est vrai. Donc, sans citer de nom, mais ils savent très bien le taux de réussite, le taux d'intégration dans les grandes écoles, etc. Donc, c'est comme ça que fonctionne un marché. C'est-à-dire que tu travailles sur ta qualité et c'est au consommateur de choisir. Et je suis sûr que les parents vont faire le meilleur choix possible pour leurs enfants. En tout cas, ils seront plus responsables et ils feront un choix meilleur que l'État. Parce que, comme dit Millet, l'État, c'est celui qui fait les pires choix de dépenses publiques. Ça dépend. Je suis à moitié d'accord sur
la chose, parce que, bon, ça dépend effectivement des dépenses, mais si je prends l'État chinois, par exemple, ou Singapour, d'autres États, c'est très ciblé quand même. Il y a peut-être des mauvais choix, je suis d'accord, en termes de dépenses publiques, pour plusieurs raisons, etc. Mais des fois, tout dépend effectivement de la stratégie à la tête de cet État. Ben, moi, ce modèle ne me dérange pas, à condition qu'il y ait une baisse d'impôts, en fait, par rapport à ça. Bien sûr. Là, c'est très libertarien. Ouais. Parce qu'effectivement, le problème de la classe moyenne, notamment aujourd'hui au Maroc, c'est qu'elle paie un impôt sur le revenu déjà très important, mais doit encore repayer l'école privée, la santé, l'éducation, en plus, pour ses enfants, pour avoir un enseignement de qualité. Donc, on paie, la classe moyenne paie pour un système éducatif qu'il n'utilise pas, pour un système de santé qu'il n'utilise pas. Oui. On va dire, pourquoi elle paie pour la sécurité, pour les routes? Oui, d'accord, c'est bien. Mais la classe moyenne, disons le travailleur marocain, c'est l'un des travailleurs les plus taxés de la zone MENA. Oui, oui, tout à fait. Et englouti, je crois, et tu me corrigeras, la principale dépense de l'État, c'est le salaire des fonctionnaires aussi. Bien sûr, c'est le salaire des fonctionnaires. Donc, ouais, il y a un débat par rapport à ça. Et ouais, est-ce que tous ces fonctionnaires sont vraiment nécessaires? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Effectivement, on pourrait faire l'objet, la suite d'un autre podcast. Parce que quand on voit, il y a beaucoup de redondance et beaucoup disons, d'agences, d'administration et de ministères qui font la même chose. Oui, tout à fait. Et puis, il faut le dire, hein, je pense à des gouvernements précédents, sur certaines décennies, qui ont eu, je suis désolé, on va le dire, un manque de courage flagrant pour résoudre la question du chômage. Ils ouvraient justement le secteur de la fonction publique, parce que c'était une des principales revendications. On se souvient des diplômés chômeurs, on essayait de leur trouver du travail, ils disaient non, on veut un statut de fonctionnaire, parce qu'ils savent que seul Sésame a conservé justement à vie, on est invirable, logiquement, enfin, etc. Et puis on peut faire des choses à côté. Je pense que là, il y a une inspiration par rapport au phénomène Millet, c'est que ça ne peut pas durer. On ne peut pas se mentir sur certaines choses. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas se mentir. Et il y a peut-être si je peux utiliser une métaphore, une saignée à faire, comme ce qu'il a fait, qui risque de faire mal, mais qui pourra créer de la croissance par la suite, au moins de manière ciblée, toute comparaison gardée. On n'est pas l'Argentine, on n'est pas plusieurs pays, on a notre propre modèle, mais il y a peut-être des choses à penser, et peut-être, et là je pense aux partis politiques, du courage politique à avoir aussi, voilà, par rapport à ça. Mais personne n'a ce courage. En plus, je pense qu'il y a une certaine disons, fatuité des hommes politiques qui se disent nous, on a la solution à tout. Oui. Élisez-nous et on va combattre le chômage, on va redémarrer l'économie et tout, alors que c'est faux. Alors que la principale idée du libéralisme, c'est qu'un homme politique, c'est au fond de lui, disons, un dictateur. C'est-à-dire que plus tu lui donnes du pouvoir, plus il va en vouloir davantage et il va toujours vouloir plus de ton argent. Parce que c'est un argent qui n'est pas à lui, qu'il dépense pour des gens qui ne sont pas lui. Tu vois? Donc, c'est une position de complète irresponsabilité. Et moi, je pense que la première bataille qu'on doit mener au Maroc, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille des idées. Oui, tout à fait. Parce que c'est très enraciné en nous que c'est l'État qui doit nous trouver du boulot, que c'est à l'État de résoudre tous nos problèmes. Et ça va être très dur, mais on va être là pour sensibiliser par rapport à certaines choses, et notamment sur la question de la responsabilisation. Et c'est une bataille culturelle, c'est une idée, mais qui est inscrite que depuis, je dirais, plusieurs décennies. Mais je veux dire, je pense dans l'âme profonde du Marocain, je parle à travers des siècles, il y a quand même une question de collectivité, d'entraide, mais toujours de responsabilisation aussi. Bien sûr. Voilà, et c'était un État décentralisé parce que à part le seul lien qu'il y avait entre les tribus et l'État, c'est les impôts et c'est le lever de soldats. Et le religieux. Enfin, et le religieux. Et même ça. Spirituel. Bon. Mais disons que c'était un État décentralisé où les tribus s'autogéraient. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et peut-être un point par rapport à ça, dans ce mindset à changer, la question de l'investissement privé.
Je crois que vous avez publié récemment un article qui est vraiment passionnant à l'opinion sur la part d'investissement du privé voilà, dans l'État qui est très faible en fait par rapport à ça. Tu l'as dit, hein, l'État est le premier investisseur. Peut-être est-ce que de tes observations, de ton analyse, qu'est-ce qu'on peut conseiller, ou en tout cas, on réfléchit, qu'est-ce qui peut être encouragé pour que le privé investisse un peu plus et pas que dans l'immobilier, des éléments de rente. On sait qu'on a un gros problème par rapport à la rente ici, mais à un moment, si on veut passer le cap, je pense le Maroc est dans un chemin d'industrialisation, ou même au niveau de l'agriculture, de la transformation. À un moment donné, bon, c'est là où on diffère des libertariens. Moi, je suis pour qu'il y ait de l'intervention, qu'il y ait un État stratège et intelligent, un peu comme ce qui se fait en Chine. Oriente le privé sur certains investissements, mais il faut que le privé bouge aussi. Donc la responsabilisation. Dans cette bataille culturelle, Sofiane, qu'est-ce qui pourrait être fait? Voilà, pour essayer de, dans un premier temps, secouer un petit peu ce déjà, il y a eu un cap fixé par le gouvernement. C'est-à-dire que maintenant, on est, disons, dans l'investissement total au Maroc, les 2/3 sont faits par l'État et le 1/3 par le privé. Et leur optique, c'est d'ici 2035, on va basculer. 2/3 par le privé et 1/3 par le public. Ça, c'est le cap. Après, ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que quand on a un État centralisé et une tradition étatiste, même le capital devient paresseux. C'est-à-dire c'est vraiment des investissements à la papy. Tu poses ton argent là où il n'y a pas de risque et là où il y a un rendement garanti. C'est ça. On peut le dire ouvertement d'après nos expériences. Il n'y a pas de culture du risque. Il n'y a pas de culture du risque. On en est vraiment très loin. Très peu. C'est là où les modèles diffèrent par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays. Peut-être que la première étape de ce mindset, c'est, je ne sais pas comment, on n'a pas encore la clé. Peut-être qu'on pourra l'explorer à travers d'autres podcasts et des échanges, mais comment impulser cette culture du risque? Qui est pourtant, moi j'ai envie de dire, moi j'aime bien faire le parallèle au niveau de notre tradition et même spirituelle. Spirituellement, tradition islamique, même au Maroc très ancienne, normalement on doit intégrer la culture du risque. Notamment encore plus dans la matrice culturelle identitaire marocaine. Par rapport à l'agriculture, par rapport à... Bon, avant à la pluie, il y a cette part de je vais semer en prenant le risque cette année ou je vais emmener justement mon commerce, mes caravanes, mon bateau. Il y a cette adhésion, on va dire, à cette philosophie, mais j'ai l'impression avec la structuration étatiste qui disparaît de moins en moins. On est rentré avec la culture un peu du fonctionnaire. Où on va prendre le moins de risques possible. C'est pas de manière péjorative fonctionnaire. Moi, je pense qu'on a beaucoup. Heureusement qu'on a des fonctionnaires dans des endroits clés. Loin de là, mais cette culture, ce que tu as dit, un peu de papy, voilà, un peu de paresse, on va prendre moins de risques. On a un peu d'épargne, vite, crédit, je prends un appartement pour que je puisse faire de l'investissement. On peut avoir d'autres choses, mais c'est pas de l'investissement productif, j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce qui pourrait changer On a parlé de l'éducation, peut-être commencer par l'éducation et inculquer le risque et enlever cette croyance que l'échec, c'est la fin du monde. Parce que quand on est jeune, quand on a 20, 21, 24 ans, 25 ans, on peut échouer. On peut échouer une dizaine de fois et ça va finir par marcher. Donc, déjà inculquer cette culture du risque. Et puis moi, je pense qu'il faut responsabiliser les gens parce que les gens, je suis d'accord. quand tu ne comptes que sur l'État, à un moment, dans ta croyance, l'État, ça devient ta mère qui te protège, qui te nourrit et tout. Mais quand tu es responsable de toi-même, tu risques ta peau. Oui, exactement. Il faut risquer sa peau, comme dirait Nassim Nicolas. Exactement, il faut risquer sa peau. Et quand tu gagnes beaucoup, mais quand tu perds, c'est pas grave, tu peux rebondir. Oui, il faut inculquer justement ce facteur que c'est pas la fin du monde, qu'on peut rebondir. Il y a pas, peut-être, je réfléchis, tu vois, il y a aussi d'autres mécanismes. On parlait tout à l'heure de Hayek et de l'école autrichienne. Plus récemment, j'ai découvert qu'en Autriche, ils ont un système intéressant. Autriche, pays d'entrepreneurs, d'industriels, agricoles, comme la Suisse, de tradition très libérale, qui réussit, où il y a beaucoup, du coup, enfin, je ne parlerai pas d'égalité, mais en tout cas, il y a de la prospérité sociale. Voilà. Ils ont un système intéressant, c'est qu'avant d'ouvrir une entreprise en Autriche, il faut passer un permis, comme le permis de conduire. D'accord. Une formation.
Une formation, mais avec il faut un certificat pour ouvrir une entreprise. Ouvert à tous. Il faut s'inscrire, passer, et comprendre tout, comprendre la fiscalité, de la sensibilisation, comment faire sa comptabilité, etc., etc. Je trouve ça intéressant comme approche. Et c'est pas bête. En fait, pour conduire une voiture, les autoroutes et tout, on doit comprendre le code. Et je trouve intéressant que, voilà, et ça encourage l'entrepreneuriat, c'est pas une barrière. C'est-à-dire, vous venez et c'est peut-être un souci. Moi, quand plein de jeunes entrepreneurs au Maroc ou très petites entreprises, quelqu'un qui veut se lancer, il ne sait pas. Il ne sait pas, ou même des jeunes, il y a un manque de sensibilisation, justement, c'est quoi le capital, c'est quoi l'investissement, c'est quoi le intéressant. Moi, j'ai trouvé ça, cette approche assez intéressante. Alors, il y a une autre idée, c'est que dans certains pays, il y a une législation, ce qu'on appelle le sandbox. C'est-à-dire, sandbox, c'est quoi? C'est quand ton enfant joue dans le sable, tu mets un petit carré, comme ça, il ne se blesse pas. Oui. Le sandbox, quand tu es entrepreneur, c'est qu'on te dit, voilà, on va suspendre l'impôt, la réglementation, le temps que tu testes, 6 mois, 1 an, tu lances ton entreprise, tu contactes tes clients, on va rien te dire, on va rien t'imposer, ni normes, ni fiscalité, ni rien. Tu t'amuses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Tu n'as rien perdu. Ça, c'est une idée. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est une idée à développer. Autre chose, il faut revoir la place qu'a l'entrepreneur dans la culture, la culture marocaine. Parce que pourquoi disons que Musk est un héros? Parce que cette figure d'entrepreneur, et là on revient à Ayn Rand, qui a fait la figure de l'entrepreneur comme une sorte de héros contre la bureaucratie, et que c'est une explosion d'énergie contre des fonctionnaires qui essaient d'empêcher ça. Ouais, voilà. C'est ce qu'il explique dans ses romans Atlas Shrugged, etc. Donc, il faut revoir cette idée d'entrepreneur et le placer au fond de disons, au centre de notre culture. Oui. C'est pas faux aussi. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, je pense profondément que le Maroc n'est pas un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de commerçants. Enfin, pas que. Et d'agriculteurs. Voilà. Pays d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants. Et bon, l'esprit commerçant avec ce que ça induit, des éléments positifs, mais aussi quelques éléments où on ne regarde pas beaucoup au long terme. Voilà. Et il s'agit peut-être de changer. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast, un autre podcast intéressant. Passer d'une culture de commerçant à entrepreneur. Quand je dis commerçant, l'un des aspects négatifs très connus, on en parle dans le milieu marocain, c'est l'esprit molchkara, entre guillemets. Et changer cet état d'esprit justement de rente pour avoir plutôt des entrepreneurs héros et des entrepreneurs sociaux. Il y en a eu plein, justement, connus, qui ont créé de la prospérité, en fait, pas que pour eux, mais pour des milliers de familles, en fait. Ils embauchent. Un des exemples connus mondiaux, c'est Tata, par exemple, en Inde. Tata qui est vu comme un héros, limite comme un entre guillemets, un dieu là-bas. Parce que c'est des millions d'investissements, des millions de gains aussi, mais partagés avec l'ensemble des employés, des villes entières qui sont financées. Et Tata, la famille Tata, c'est des héros en Inde. Voilà. Par exemple, pour prendre un exemple lointain, mais il y a d'autres exemples ailleurs, notamment même ici, voilà, par rapport à ça. Donc peut-être. Mais de toute façon, comme on dit, la richesse ne vient que du secteur privé, et pour partager de la richesse, il faut déjà la créer. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut encourager, disons, une pensée libérale et entrepreneuriale pour déjà créer la richesse. Après, dans un second temps, on va réfléchir à comment la partager entre les gens qui en ont besoin. Mais d'abord, il faut la créer. Il faut la créer tout d'abord, on en est là. Il faut aller déjà commencer par là. Ce qui n'est pas le cas du Maroc. C'est clair, c'est clair. Sofiane, peut-être pour conclure, ce phénomène-là, tout ce qu'on a abordé, phénomène Milei ou Musk Impact, est-ce qu'à ton avis, pour faire un peu de prospective, est-ce que c'est temporaire ou à ton avis, ça risque d'être durable? Question difficile. C'est difficile. Ouais. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais j'ai la conviction que c'est une vague qui vient de commencer. Oui. Et qui va déferler sur le monde entier. Là, ça a commencé en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Ça va déferler sur l'Europe. Oui, l'Europe, là, en ce moment, je pense qu'ils serrent un peu les dents, parce que les gouvernements, parce qu'ils savent que la vague est sur eux, là.
Et on connaît le cliché de l'Union européenne, pareil, le mammouth bureaucratique, les différents pays comme en France ou autres en Espagne, un peu en Allemagne, que aussi la population en a marre des machines bureaucratiques. Il y a un problème de dette aussi. On peut dire qu'ils sont sous pression. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi une espèce dans cette guerre culturelle dont on a parlé, de solidarité mondiale entre différents acteurs, avec leurs différences, parce que pour moi, un Trump et un Milei sont différents, mais une solidarité, mais ils poussent derrière des acteurs en Europe, comme surtout Giorgia Meloni, ou Orban, ou d'autres acteurs, ou l'AfD en Allemagne, bon, voilà, toutes ces nuances. Donc, peut-être, par rapport à, on parlait de la confrontation avec la gauche culturelle, peut-être elle est là la différence, il y a que beaucoup plus d'entraide entre ces mouvements, bien qu'ils aient beaucoup de différences. Ouais. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais on a parlé de l'AfD ou bien d'une partie de la droite française, ouais. Mais ils sont complètement dans l'opportunisme parce qu'ils voient que c'est une vague populaire qui est en train de déferler sur le monde et ils en profitent. Mais eux, ils ne sont pas d'idéologie ou d'histoire libéraux. Non. Non, alors, on dit que le libéralisme est partiellement né en France avec les théories de Bastiat, de Tocqueville, mais jamais appliqué. Je ne sais pas si ça a été appliqué, mais non. Et contrairement à ce qu'on entend, il y a des commentateurs politiques en France qui disent la France est un pays néolibéral. Non, tous les observateurs en termes d'impôts, en termes de machines bureaucratiques. Mais déjà, néolibéralisme, pour moi, c'est un concept qui n'existe pas. C'est du libéralisme. Pourquoi néo? Oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a eu ce débat, néolibéralisme. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est péjoratif. Ouais. C'est les ennemis du libéralisme qui l'appellent néolibéralisme. Bon. Ouais. Et on espère qu'on ne sera pas, comme à notre habitude, de 50 ans de décalage par rapport au reste du monde et qu'on profite de cette vague et qu'on se pose les bonnes questions. Enfin. Oui, surtout que ça avance à une vitesse phénoménale. Ce phénomène global déjà de décentralisation, au niveau de la monnaie, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau technologique, on espère aussi qu'il y ait un gouvernement qui soit en tout cas conscient de ces enjeux et rapidement. Voilà. Sofiane, merci beaucoup pour cet échange passionnant. Ce sera avec plaisir qu'on en fasse un autre podcast pour approfondir d'autres sujets. Merci à vous, chers auditeurs, chers abonnés. N'oubliez pas de partager pour nous encourager, pour avoir d'autres débats passionnants sur les états d'esprit, sur la stratégie d'entreprise, sur les enjeux globaux et de géopolitique, et pour comprendre un peu la complexité qu'on vit via cette actualité. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode.